Merci à toi, Marthe. Je dois dire que le plaisir d'être à l'ILF est vraiment intense. Je suis ravi de revenir sur les lieux de mes premières amours, en quelque sorte, puisque j'ai été étudiant il y a longtemps désormais à Aix, à la fac de droit et à l'IEP d'Aix. Et donc, c'est un vrai bonheur de revenir et dans une équipe que je trouve franchement aussi agréable que dynamique, avec des projets fructueux, beaucoup de projets. Parfois, je suis très impressionné. Et bon, c'est un plaisir d'intervenir. Alors, sur un thème qui est un thème euh, qui est un peu original dans la mesure où ce que je vais vous proposer, et je vais vous dire pourquoi, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre le thème de l'unité européenne avant la construction européenne. Alors, c'est quelque chose à quoi nous ne sommes pas tellement habitués en tant que juristes. Nous avons plutôt tendance, ce qui n'est pas absurde, de partir des traités de Rome de 1957 et de développer, de voir comment la jurisprudence développe en matière constitutionnelle, comment c'est renforcé par les traités, quelle est l'attitude des États, bref, pour aboutir au fond à ce qu'on considère comme un échec, qui est le traité sur la Constitution européenne, refusé simplement, à vrai dire, par deux États, alors que plusieurs autres l'ont accepté. Oui. Mais les choses étant ce qu'elles sont, nous sommes dans une sorte d'impasse. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est que on peut poser la question à la base d'une manière très triviale. Hein. Faut-il réécrire une constitution européenne? On peut répondre de manière tout à fait positive à la question, parce qu'au fond, quand vous voyez un texte de 448 articles que personne n'a lu et qui, au fond, décide du sort d'un projet comme l'Europe, c'est quand même un peu dangereux. Donc, je pense qu'en termes d'approche constitutionnelle, il y a un vrai problème de contenu, mais d'autre part, la vraie question au-delà d'une constitution, je vais revenir là-dessus dans un instant, c'est au fond de savoir au-delà de ce qui nous divise, ce qui est un sujet dans lequel nous sommes tous devenus experts, notamment nos amis anglais. Qu'est-ce qui nous rassemble concrètement? Qu'est-ce qui nous rassemble? Et poser la question en ces termes, si vous voulez, c'est renvoyer à la fois à une culture en profondeur, sur du temps long, euh, à des problèmes qui sont des problèmes dans des approches de culture juridique, mais aussi à des outils. La grande question, au fond, lorsqu'on aborde juridiquement ou historiquement la question de l'Europe, c'est comment arriver à faire cohabiter unité et diversité. Voilà, la question fondamentale, elle est là. Comment gérer l'hétérogénéité? Comment gérer les différences? Et lorsqu'on prend l'histoire politique et constitutionnelle de ce point de vue en remontant assez haut. Hein. Vous allez le voir, je vais quand même vous prendre la main et vous emmener jusqu'à romantique. Mais simplement, l'idée, c'est que vous avez depuis longtemps des outils qui sont des outils qu'on ne doit pas ignorer et qui peuvent nous permettre de structurer notre pensée, notre réflexion, voire notre foi dans les institutions européennes. Alors, cela étant, le thème, c'est un thème, l'unité européenne face à ses racines, qui est un thème qui peut paraître un peu original. C'est le fondement d'un cours que j'ai enseigné à Sciences Po. D'accord? Le projet, il est parti, c'est un projet de 2017, à une époque où il y a eu la création d'une chaire au Collège de France sur une culture juridique européenne, par un Belge, un historien du droit, Alain Wishfals, prof dans plusieurs universités, et là qui avait une chaire au Collège de France sur le thème d'une culture juridique européenne. Ce cours, je l'avais monté pour vous donner un ordre d'idée, parce que ça annonce le contenu, hein, avec deux autres collègues que je connais bien parce qu'ils siégeaient dans un jury d'agrègue que j'ai présidé, et une des deux qui est présidente cette année, je l'avais agrégée il y a quelques années, donc il y a un lien, si vous voulez, qui est familial quasiment, hein, d'une certaine manière. Un collègue romaniste, spécialiste de l'Antiquité, David Kremer, qui est prof à l'université Paris-Descartes, et Corinne Leveleux-Texera, qui, elle, est médiéviste, David est romaniste, et qui est prof à l'université d'Orléans. Et on s'était un peu divisé, si vous voulez, ce travail
pour savoir comment, au fond, en partant sur des périodes différentes, on pouvait réfléchir à ce thème de l'unité européenne. Alors, je ne développe pas, parce que ce serait bien trop long, sur la situation actuelle, mais simplement pour fixer quelques balises. Première chose, en l'état actuel, si on part de ce point de vue, ce ne sera pas un plan en deux parties de sous-parties. Je tiens à vous le dire, j'en ai assez fait dans ma vie. J'ai atteint vraiment la limite de l'usure la plus complète. Mais cela étant, on va quand même tenir un propos. Premier élément, c'est la situation actuelle. Cette situation actuelle, c'est au fond une crise politique et une impasse juridique. Si on raisonne le problème, si on le résume en ces termes. Crise politique, à quoi assiste-t-on? On ne va pas revenir sur la Pologne, la Hongrie, mais enfin, il y a des replis identitaires qui sont manifestes, pour ne rien dire du Brexit. Il y a des disparités également en matière européenne. La mondialisation a créé des inégalités et elles sont réelles sur le plan européen. Et une impasse juridique, alors cette impasse juridique, c'est évidemment l'échec du traité en 2005, mais c'est aussi une limite qui tient aux impasses d'un constitutionnalisme transnational. Alors, impasse d'un constitutionnalisme transnational pour deux raisons, fondamentalement. La première, c'est que les concepts que l'on tente de transposer à une échelle supraétatique sont des concepts étatiques. Et manifestement, on le sent bien, et vous le savez tous, il y a des tensions très nettes sur le concept majeur qui est celui de souveraineté. Et on voit bien les difficultés à tout niveau, tant aux échelles nationales qu'à l'échelle européenne, de manier ce concept qui perd son contenu à l'échelle européenne et qui crée des craintes, des replis, des frissons, des oppositions à l'échelle nationale. Donc, on est dans un contexte qui est particulièrement compliqué en la matière. Et d'autre part, deuxième point, nous avons, si vous voulez, un problème qui tient au fait qu'il y a en matière constitutionnelle un déficit fondamental. J'enfonce une porte ouverte, mais elle est vraiment fondamentale. Il y a un déficit en matière de légitimité. Il n'y a pas de peuple européen. À quel souverain rapporter un contenu constitutionnel? D'où relève la légitimité constituante à l'échelle européenne? Il y a là un véritable problème, une véritable difficulté. Ce que j'appelle concrètement une impasse juridique. Alors, cela étant, si on parle de cette situation qui n'a rien de désespéré, mais elle est complexe en l'état actuel, hein, on est sur des facteurs de blocage et tout ne peut pas se ramener à de la technique juridique. Ce que je vous propose, c'est de partir faire un voyage historique, un voyage dans le temps, sur une culture juridique et sur des outils qui ont permis, dans le temps, de gérer les différences, de gérer la diversité dans des ensembles qui sont des ensembles qui ne sont pas nécessairement identiques à l'Union européenne, mais qui pourraient, le cas échéant, s'en rapprocher. Alors, sur ce point, je voudrais insister sur le plan de la méthode, sur l'utilité. Quand je dis utilité, c'est pour moi une nécessité, à proprement parler, de recourir à l'histoire. Pour moi, de manière générale, ça n'engage que moi, ce que je dis là, mais de manière générale, il est impossible de comprendre l'actualité si on n'a pas le recul historique, si on n'a pas cette profondeur historique. De la même manière, on pourrait le dire en droit comparé, sans comparaison, point d'intelligence, mais on ne peut pas comprendre un problème, sortir de l'événementiel, sortir de l'information continue sans avoir un minimum de repli sur l'histoire qui nous a construits. Alors, concrètement, la première information que l'on peut tirer de l'histoire, je rentre dans un océan bibliographique que je ne vous cite pas de manière générale, mais il y a un océan en matière de littérature sur ces questions. Premier élément, l'Europe, mais encore faut-il l'avoir en tête, l'Europe est une réalité variable. Il y a une immensité d'Europe possible. Alors, si je prends la première utilisation de cette expression, elle remonte tout de même au 8e siècle avant l'ère chrétienne.
c'est Hésiode qui nous parle le premier d'Europe. Alors, concrètement, par opposition à ce qu'il perçoit être l'Asie, l'Orient. Mais il y a là, vous le voyez, une culture qui est, au fond, au départ, occidentale. D'autre part, ce que l'on observe aussi, c'est que cette Europe peut avoir plusieurs significations. Cette Europe, ça peut être tout simplement une expression géographique. Lorsqu'on parle d'Europe, pendant longtemps, c'est l'Europe occidentale. D'accord? Ce qui a quand même permis de construire une pensée. Hein. Et ça se joue fondamentalement autour de, si je prends le Moyen-Âge, j'y reviens dans un instant, de l'Angleterre, de la France et de l'Espagne. Voilà fondamentalement le point de départ d'une réflexion sur ce qu'on appellera plus tard une identité européenne. Alors il est clair que quand vous rajoutez l'Europe du Sud, l'Europe du Nord et tout particulièrement l'Europe centrale et orientale, il y a là des changements de contenu, des changements de cap importants. Deuxième point important sur cette expression géographique, l'Europe, elle change de signification avec la création des États. Il n'y a pas, alors retenez bien cette idée qui pour moi est un cap très important d'un point de vue historique, il n'y a pas d'État en Europe occidentale ou en Europe de manière générale avant les 13e, enfin cette période qui est au sortir du Moyen-Âge, entre 13e et 15e siècle. Avant cette période, il n'y a pas d'État. Alors que trouve-t-on? On trouve des empires, on trouve l'Empire romain, on trouve l'Empire carolingien, Renaissance carolingienne, on trouve le Saint-Empire romain germanique, vous voyez, mais on n'a pas de structure à proprement parler étatique. C'est-à-dire que le problème que nous connaissons aujourd'hui, qui est le problème de la concurrence entre États, le problème de l'affirmation de souveraineté par besoin d'une indépendance vis-à-vis de l'extérieur, est un problème qui ne se pose pas avant la création des États. Donc, premier changement de cap, la création des États, et là, le périmètre de l'Europe va devenir différent. Parce que dès lors, l'Europe change un peu de sens, l'Europe peut devenir un projet d'unification, soit un projet d'unification philosophique, soit d'unification juridique, mais on est dans une logique, si vous voulez, où il y a une recherche d'équilibre, et vous voyez émerger la raison d'État, on est au XVIIe, vous voyez émerger le droit des gens, on est encore au XVIIe, vous voyez émerger les Lumières, on est au XVIIIe. Mais là, vous avez un rayonnement qui irrigue, qui diffuse à une échelle européenne, mais qui prend corps à l'intérieur d'États dans un contexte qui est complètement étranger au début du Moyen-Âge et à l'Empire romain, qui est un contexte de concurrence, qui est un contexte de prétention politique opposée, contradictoire, un contexte de tension. Partant de là, ça, c'est ce que l'on peut dire de manière très générale sur l'Europe comme réalité variable. Si vous prenez toujours sur ce thème, sur le recours à l'histoire, l'aspect plus juridique, l'aspect juridique, lorsqu'on recourt à l'histoire, il apparaît de deux manières. Je veux dire par là, il y a deux points qui sont deux points importants. Premier point important, c'est la dimension territoriale. Lorsqu'on parle d'Europe, de quoi parle-t-on? D'accord? Et de ce point de vue, la grande différence, il y a un très bon article de Sabino Cassese dans les Quaderni Fiorentini de 2003 sur quel type d'État, alors c'est un italien, mais quel type d'État est l'Union européenne, et il nous dit concrètement, vous voyez, il fait cette différence entre soit c'est un concert d'État, enfin un concert qui n'est pas toujours harmonieux, mais un concert d'État, soit c'est au contraire un modèle pré-étatique ou supra-étatique. Au fond, lorsqu'on parle de l'Union européenne, est-ce que la meilleure manière d'aborder la question, c'est de l'aborder par l'État? Je n'en suis pas totalement convaincu. D'accord? Mais voilà la première question. Et deuxième question, lorsqu'on a une approche juridique, je l'évoquais tout à l'heure avec Nicolas avant d'attaquer la conf,
c'est que nous avons un problème de contenu matériel. Lorsqu'on parle d'unité européenne, à quel contenu matériel fait-on référence? Alors, d'un point de vue historique, pardonnez-moi, je vous promène sur de longues périodes, mais d'un point de vue historique, vous avez un droit qui a joué un rôle majeur et sur lequel je vais développer là rapidement, qui est le droit romain. Ce droit romain, il renaît au XIe siècle. C'est un droit qui, avant tout, est un droit privé. D'accord? Et ce droit privé, il va être à la base de ce que l'on appelle en Europe un ius commune, un droit commun. Mais ce droit commun, c'est un droit essentiellement privé. D'accord? Et avec le développement des idées, à partir du XVIIe siècle, droit naturel, droit des gens, on va passer à une deuxième vague du droit commun. Et cette deuxième vague du droit commun, en termes de droit public, elle est beaucoup plus proche des libertés fondamentales et des institutions. Voilà où en sont les choses, si vous voulez, lorsqu'on aborde cette question. Première question, la dimension territoriale, elle est variable, et le contenu matériel, il est évolutif. Alors, partant de là, et je rentre dans un plan, il va être en 3 parties. Partant de là, on va raisonner de manière chronologique. Nous avons, dans l'histoire européenne, 3 moments fondamentaux. Alors, je vais me permettre d'insister sur les 2 premiers parce qu'a priori, ce ne sont pas les plus connus. Et puis ensuite, on va arriver sur une période qui est en gros la période moderne et contemporaine, là, qui sera plus familière. Premier moment important, c'est Rome. Rome est fondamentalement l'Empire romain. Deuxième moment important, le Moyen-Âge. Troisième moment important, et on va dire la période moderne et contemporaine, c'est globalement à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, et on va retrouver les grandes matrices constitutionnelles, Angleterre, États-Unis et France. Partant de là, la première période, Rome, nous livre un regard des outils qui sont très intéressants par rapport aux questions que nous nous posons. Parce qu'au fond, la question aujourd'hui de la citoyenneté européenne, c'est une citoyenneté qui est une citoyenneté additionnelle. C'est une citoyenneté qui ne repose pas sur une nationalité. D'accord? Et Rome se pose un peu la question de la même manière. Alors, que propose Rome? Tout d'abord, lorsque vous attaquez Rome, pour ceux qui n'ont pas fait, moi, ce qui m'est arrivé de manière accidentelle, c'est que j'ai fait une thèse en droit romain, ce qui me ramène un peu aux sources. Mais concrètement, Rome, c'est une période de plus d'un millénaire déjà. Il faut bien intégrer cette donnée. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la fondation légendaire de Rome, c'est 753 avant Jésus-Christ. Vous savez, la Louve, Romulus et Rémus, 753 avant Jésus-Christ. Et la chute de l'Empire romain d'Occident, c'est 476 après Jésus-Christ. Vous voyez, vous avez une période qui a des différences politiques énormes. Alors, la période qui est la plus importante du point de vue qui nous préoccupe, c'est celle que l'on appelle la période de l'Empire romain. Ce Rome est passé par 3 phases, période royauté à dominante étrusque, période républicaine et l'Empire. L'Empire, c'est, je ne ferai pas une interro après, je vous rassure, mais c'est 27 avant Jésus-Christ à 476 après. 27 avant Jésus-Christ, c'est l'avènement d'Auguste. Auguste qui fonde un nouveau régime, qui est un régime autoritaire, qui est un régime dans lequel il y a un commandement qui est un commandement assez fort de la part de l'empereur, mais avant d'en arriver aux outils, quel est l'intérêt du modèle fondé par l'Empire romain? Alors voilà les 2 idées fondamentales. Le premier intérêt de cet empire, c'est sa capacité à unir des entités très variées, des entités complètement hétérogènes. Donc, capacité à concilier la diversité. Ce qui n'est pas fondamentalement le cas de nos jours, à l'échelle européenne, ni même ailleurs, du reste, nous le saurions. Deuxième point, c'est sa capacité, alors écoutez bien ceci en tant que juriste, à créer une référence commune. Et quel est ce ciment? Quelle est cette référence commune que crée Rome? C'est le droit. Rome crée une communauté juridique. Et c'est sur cette communauté juridique
que se construit l'homogénéité, que se construit la cohérence impériale. Alors, cela étant, l'Empire procède par phase. On peut distinguer fondamentalement dans son action unificatrice, parce que Rome, pour vous donner un ordre d'idée, j'aurais dû commencer par là, c'est quand même 80 millions d'habitants, d'accord? On est quand même au début de l'ère chrétienne, 80 millions d'habitants et 5 millions de kilomètres carrés. Bon, ça parle. Rome est une ville qui fait à elle seule plus d'1 million d'habitants au début de l'ère chrétienne. Vous voyez, on a véritablement quelque chose de gigantesque et il faut bien que vous considériez que pour ces Romains ou pour les gens qui vivent dans l'Empire romain, Rome, c'est la planète, c'est la Terre. Il n'y a pas d'autre vie en dehors, enfin, pensée en dehors de cet univers. Alors, cela étant, comment procéder à l'unité? Premier élément, c'est le commandement impérial. Le commandement impérial qui est un commandement de concentration des pouvoirs. Ça nous renvoie à un schéma en France qui est celui de l'absolutisme, au fond. D'accord? Concentration des pouvoirs législatifs, judiciaires et militaires, mieux qu'exécutifs. D'accord? Ensuite, l'administration, et là ça devient intéressant, l'administration romaine. Imaginez qu'aujourd'hui en France, nous avons plus de 5 millions de fonctionnaires pour 66 millions d'habitants. À Rome, nous avons 40 000 fonctionnaires pour 80 millions d'habitants et 5 millions de kilomètres carrés. Bon, en d'autres termes, il faut trouver d'autres supports, d'autres outils. Quels sont ces outils? Et voilà une idée importante en termes d'unification, ce sont les villes. Et les villes sont des outils de romanisation, des outils dans un premier temps de colonisation, puis de romanisation avec une intégration progressive. Et quand vous allez dans des villes, qu'elles se trouvent en Afrique du Nord, à l'Est ou dans le Nord, vous allez trouver un foyer culturel, un théâtre, un forum, une justice qui se rend sur place. Vous allez trouver des magistrats inspirés des logiques romaines. Vous allez trouver des lieux pour le culte impérial. Vous voyez, vous allez trouver des copier-coller en quelque sorte de cette culture romaine. Mais le point fort, et celui-ci, retenez-le, il date de 212. Alors vous en avez tous entendu parler, j'imagine, c'est l'édit de Caracalla. Caracalla est un empereur romain de la dynastie des Sévères qui, en 212, prend un édit qui étend, et voilà la mesure forte juridique, qui étend la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire. D'accord? Tous les habitants de l'Empire, sans exception. Auparavant, Rome, il faut considérer que c'est une machine de guerre pendant longtemps, Rome. C'est une cité qui conquiert le monde, voilà ce que c'est Rome, et qui crée des solutions différentes. Il y a les solutions au niveau de l'Italie, puis les associés, les alliés, des colonies latines, des pérégrins. Vous avez des citoyennetés sans droit de vote. Enfin, c'est un système extrêmement complexe qui évolue au gré de la conquête romaine. En 212, la machine s'arrête, on adopte le même droit pour tous les habitants de l'Empire. C'est-à-dire que la citoyenneté ne dépend plus d'un statut particulier ou de l'attachement à une cité. La citoyenneté est étendue à tous les habitants de l'Empire, et notez bien la différence, c'est à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, que l'on parle de droit romain. Et le droit romain, écoutez bien la nuance, il prend la suite d'un droit que l'on appelait le droit civil. Qu'est-ce que c'est le droit civil à Rome? Civis, c'est le citoyen. Le droit civil était le droit réservé aux citoyens, il devient le droit romain étendu à l'ensemble de l'Empire, car tous deviennent citoyens. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est le contenu de cette citoyenneté. Cette citoyenneté, elle ne contient plus de droits politiques. Depuis l'avènement de l'Empire, les droits politiques des citoyens ont été complètement annihilés, mis en veilleuse, c'est le moins qu'on puisse dire, par le pouvoir impérial. Donc, que reste-t-il dans cette citoyenneté? Du droit essentiellement privé. C'est quand même une approche intéressante, du droit privé, et c'est
cette appartenance au même droit, la possibilité d'invoquer les mêmes règles qui créent la citoyenneté, qui créent cette communauté juridique. Ajoutez à cela, autre intérêt remarquable de cette mesure, c'est que cet édit de Caracalla, il crée un certain pluralisme juridique, ce qui nous renvoie au problème que nous avons aujourd'hui. Un pluralisme juridique, c'est-à-dire que concrètement, cet édit de Caracalla laisse aux nouveaux citoyens le choix entre le droit romain ou leurs droits locaux. Et chaque citoyen, selon le problème, peut choisir entre ces droits locaux qui vont être ramenés au rang de coutume et le droit romain. Le rôle pour les juridictions impériales étant bien entendu de favoriser l'usage du droit romain. Mais vous voyez, nous avons donc une extension universelle, une communauté qui est une communauté juridique et un choix laissé aux habitants de l'Empire. Donc, concrètement, en termes de gestion de la diversité, nous avons, à mes yeux, l'outil le plus performant que l'histoire nous ait fourni. D'accord? Alors, je ne vais pas plus loin sur Rome parce que le temps passe, mais vous voyez, je pense que c'est intéressant de prendre le droit romain. Je ne dis pas qu'il faut faire du copier-coller, mais les problèmes qui se posent sont bien des problèmes de même nature. Deuxième période, alors changement radical, important. Deuxième période, c'est le Moyen-Âge. Sur le Moyen-Âge, nous avons ce que l'on pourrait appeler une inversion des signes. C'est-à-dire que concrètement, l'Empire romain s'effondre et avec lui s'effondre l'idée même de puissance publique, l'idée même d'autorité publique. Et en pratique, nous avons un éclatement de l'autorité qui débouche sur la féodalité. Vous savez, le pouvoir finit par se confondre par la propriété privée et c'est la grande période de développement des châteaux forts, de développement des seigneuries, de la vassalité, du pouvoir féodal. Ce n'est pas véritablement notre sujet parce que là, il est totalement contraire à une perspective unitaire. En revanche, cet éclatement va cesser. Il va cesser parce que vont se constituer, alors je vous disais, les premiers États sont dans la façade occidentale de l'Europe, Angleterre, France, Espagne. Bon, si l'on prend le cas de la France, qui est celui que je connais le mieux en l'espèce, mais ça marche globalement de la même manière pour les autres. Vous avez en France un système qui, au fond, lorsqu'on crée les États, est un système qui s'appuie sur, je vous renvoie à Machiavel dans Le Prince, au XVIe siècle, qui s'appuie essentiellement sur deux idées. La première idée, c'est la continuité, la permanence du pouvoir. La deuxième, c'est la souveraineté, l'autorité. Et dans ces deux socles, c'est le droit romain à nouveau qui va être utilisé. Pensez à la formule, ce n'est pas l'objet, mais le roi est empereur en son royaume. Voilà une formule qui appuie la souveraineté. Pensez à la formule le mort saisit le vif pour favoriser l'instantanéité de la succession. On dira en France, le roi est mort, vive le roi. Mais le mort saisit le vif, qu'est-ce que c'est? C'est une règle du droit privé successoral romain qui prévoit que celui qu'on appelle l'héritier nécessaire, l'erex necessarius, n'a pas la possibilité de choisir. Il doit prendre la solution dans son ensemble et dès lors, il succède dès le décès immédiatement au défunt. Et ça, c'est transposé également à la monarchie. Vous voyez, ce droit romain, il renaît au XIe siècle, mais il est d'une grande utilité. Vraiment, c'est un fonds de commerce particulièrement fructueux sur le plan juridique et politique. Alors, cela étant, nous avons cette période qui est une période importante avec la création des États. Les États changent complètement la donne. Ils changent la donne sur le plan de l'Europe. Et de ce point de vue, je voudrais aborder, il me reste une dizaine de minutes pour ne pas trop éclater le chrono, je voudrais aborder cette période qui est au fond la plus proche de nous, la plus familière,
le Moyen-Âge étant intéressant au fond par son négatif. Pour conclure sur le Moyen-Âge, enfin que je vous traite en 30 secondes, ce dont je suis totalement coupable, je le concède, mais le Moyen-Âge, il a tenté une unité par la foi, une unité par la chrétienté. Ça n'a duré qu'un temps. Ça n'a duré qu'un temps avec des prétentions au pouvoir temporel de la part de la papauté, ce que l'on appelle la théocratie. Mais pour notre sujet, ces tentatives d'unité sont complètement dépassées. Je ne pensais pas souhaitable de vouloir rétablir une unité à l'échelle européenne sous l'égide de quelque religion que ce soit aujourd'hui. Mais je ferme la parenthèse. Alors, cela dit, nous avons, si vous voulez, ces États. Le grand changement lorsqu'on conçoit l'Europe, ce sont ces États qui sont désormais autant de puissances concurrentes. Alors, cela dit, cette Europe des États, si on prend le troisième et dernier moment, la période moderne et contemporaine, cette période des États, elle nous met devant une autre réalité, c'est que l'Europe est devenue un objet différent de ce qu'il pouvait être à Rome, même si l'on n'employait pas le terme. L'Europe est devenue un espace d'équilibre. C'est-à-dire que concrètement, il faut arriver à maintenir la paix. Cela est sanctionné par les traités de Westphalie au XVIIe siècle. On retrouvera les mêmes problèmes bien plus tard avec le Congrès de Vienne ou le traité de Versailles, enfin, et j'en passe. Mais si vous voulez, l'objet est toujours le même, arriver à respecter un État. L'Europe, plus intéressant, est également perçue comme un espace identitaire. Alors, je vous livre deux auteurs, il y en aurait d'autres, mais deux auteurs que l'on connaît bien par ailleurs. Écoutez, Voltaire. Voltaire nous dit ceci. C'est dans Le siècle de Louis XIV, tome 19, chapitre 2. Il nous dit, il y avait bien longtemps qu'on pouvait regarder l'Europe chrétienne comme une espèce de grande république partagée entre plusieurs États, les uns monarchiques, les autres mixtes, ceux-ci aristocratiques, ceux-là populaires, mais tous correspondant les uns avec les autres, tous ayant le même fond de religion, quoique divisés en plusieurs sectes. Et Voltaire a une plume. Et écoutez bien, il dit tous ayant les mêmes principes, voilà la formule importante, ayant les mêmes principes de droit public et de politique. Alors, on est au XVIIIe siècle, donc c'est particulièrement identifié par un Voltaire. Et écoutez Rousseau. Rousseau, Considération sur le gouvernement de Pologne, 1772. Je le cite, il n'y a plus aujourd'hui de Français, d'Allemands, d'Espagnols, d'Anglais, même quoi qu'on en dise. Ça, c'est à propos des Anglais. Il n'y a plus que des Européens. Fin du XVIIIe siècle. Vous voyez, on est dans une logique qui est quand même très intéressante. Et vous avez effectivement, dès le XVIIe et encore au XVIIIe, de grands projets sur l'Europe en tant qu'espace pacifié. C'est la paix perpétuelle d'Emmanuel Kant. Vous voyez, mais on a véritablement une réflexion commune. Alors, cela dit, si l'on s'en tient au modèle institutionnel, je laisse de côté les libertés. Au modèle institutionnel, on a des modèles fondateurs. On a trois modèles fondateurs et ces modèles fondateurs, il s'agit de les décrire très rapidement. Je vais passer vite parce que ceci, tout le monde le maîtrise, au moins entre nous, mais ensuite, il est important de voir comment ces modèles se rapprochent, s'imbriquent, communiquent, et débouche sur ce qu'on pourrait appeler une sorte de dénominateur commun constitutionnel. Alors, trois modèles, c'est sans surprise le modèle anglais. Alors, ce modèle anglais que l'on fait remonter à la Magna Carta, c'est quand même 1215, hein, la Magna Carta. Ça aurait bien surpris probablement les rédacteurs de ce texte de savoir qu'on en parlerait aussi longtemps après. Car au fond, le texte se limite à quelques 25 barons, mais il pose pour la première fois des règles de limitation du pouvoir. Et ça, c'est du droit constitutionnel, très concrètement. Hein, on limite l'autorité, et on la limite de manière juridique et consentie. Cela étant, ce modèle anglais, tel que nous le décrit Montesquieu dans L'Esprit des lois, c'est le livre 11, chapitre 6, il présente essentiellement deux caractéristiques fondamentales.
sur le plan, c'est ce qu'il appelle la balance des pouvoirs. Vous savez, Montesquieu n'emploie jamais l'expression séparation des pouvoirs dont on a fait le père plus tard. Il parle de balance. Et cette balance, pour lui, elle se résume dans deux aspects. Bicamérisme, il faut des contre-pouvoirs, noblesse et peuple, commune, chambre des lords, et veto absolu du roi. Il faut que le roi ait la possibilité de bloquer la machine et de s'opposer à la volonté parlementaire. Pour le reste, c'est un système représentatif, et sur le plan institutionnel, c'est surtout ces deux techniques. Le modèle américain qui naît à la fin du XVIIIe, ce modèle américain, il faut que vous considériez que c'est un modèle, pour ceux qui ont vécu cette période, qui est un modèle fascinant, complètement attractif, parce qu'il est considéré comme une nouvelle origine de l'humanité. Au fond, c'est le passage de l'état de nature à l'état social, les États-Unis, pour ceux qui ont de la culture philosophique ou politique au XVIIIe siècle. C'est vraiment une mise en pratique des grandes théories politiques. Et ce régime américain, c'est un régime qui présente quand même par rapport à l'Angleterre des spécificités. Et en cela, il est important en termes d'influence. Constitution écrite, ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre. Deuxièmement, des techniques originales, fédéralisme, veto suspensif du roi, et un bicamérisme qui est au fond la pratique du fédéralisme. Et enfin, un point saillant, fondamental, qui inspirera beaucoup de penseurs, y compris les grands auteurs sur la hiérarchie des normes, c'est le contrôle de constitutionnalité. Contrôle de constitutionnalité avec, au début du XIXe siècle, bien avant la QPC et la révision constitutionnelle de 2008, l'arrêt Marbury contre Madison en 1803. Ce qui donne une idée quand même de l'avance sur ce plan. Et en outre, ce régime américain lui présente un intérêt particulier pour les contemporains, c'est une république. C'est une république, ce n'est pas une monarchie. Donc, si vous voulez, ça crée pour les révolutionnaires vus de l'autre côté de l'Atlantique, avec les yeux de nos révolutionnaires français, une attraction qui est intéressante. Ajoutez à cela que Lafayette a lutté pour la guerre d'indépendance américaine, que Jefferson, un des rédacteurs de la Constitution américaine, est ambassadeur des États-Unis à Paris au moment de la rédaction de la Déclaration des droits. Vous voyez, il y a des liens qui sont des liens quasiment physiques, et pas seulement intellectuels. Il y a vraiment une communion, une communauté intellectuelle et politique de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, cela étant, la Révolution française, troisième matrice, et là j'attire votre attention, elle fait vraiment bouger les lignes. La Révolution française, elle innove fondamentalement. Alors, c'est une période, moi personnellement, que je trouve historiquement comme étant la plus intéressante. Je vais passer très vite, mais c'est à mon corps défendant, parce que je suis victime du chronomètre. Mais c'est simplement pour vous dire que la Révolution française, elle se distingue déjà fondamentalement des deux premiers régimes, des deux premiers modèles, parce que contrairement aux deux premiers modèles, la Révolution française a un ancien régime. Elle s'émancipe de l'histoire. C'est un affranchissement de l'histoire, la Révolution française. Elle fait table rase de 13 siècles de monarchie. Non mais imaginez aujourd'hui ce que ça représenterait pour nous de gommer 13 siècles d'histoire. Eh bien, c'est ce que fait la Révolution française. D'accord ? Alors, partant de là, que propose-t-elle ? Elle propose tout d'abord une grande variété d'expériences. Parce que vous avez, sur ces 10 ans de Révolution française, des moments qui sont des moments très différents. Et elle propose fondamentalement des innovations constitutionnelles. Alors, ces innovations constitutionnelles, quelles sont-elles ? Alors ce n'est pas une invention, mais tout de même, il y a des progrès, c'est une vision rénovée des droits de l'homme, une vision rénovée des droits de l'homme avec des droits sociaux, droit au secours public, droit à l'instruction, en passant en 1793 un droit de résistance à l'oppression, qui est intéressant, d'autant que selon l'article 35 de la Constitution montagnarde, ce droit est aussi un devoir
de résistance à l'oppression. C'est quand même hallucinant, d'une certaine manière, si vous voulez, d'arriver à ce niveau d'opposition à une volonté étatique. C'est institutionnalisé par un texte, faut-il le rappeler, qui sera voté, approuvé par référendum, cette constitution de 93, mais pas appliqué. Et 95, c'est l'apparition de devoirs, ce qui est également très intéressant. Premier point. Deuxième point, la souveraineté nationale. Alors là, grand enjeu, et je vous renvoie à ce qu'en disait dans un magnifique discours Philippe Séguin en 1992 à propos de la ratification du traité de Maastricht. Morceau de bravoure et un des grands discours, même si on ne le partage pas sur le fond, mais un des grands discours institutionnels sous la Ve République. Troisième point, la Révolution nous livre également une conception républicaine de la séparation des pouvoirs. Car au fond, ce que fait la Révolution, puis alors les trois textes, 91, 93, 95, ce que fait la Révolution, ce n'est pas rechercher, contrairement au modèle anglais et français, un équilibre des pouvoirs. La Révolution fonde la suprématie parlementaire. Elle fonde la suprématie parlementaire, donc la subordination de l'exécutif. Et ça, c'est quelque chose en France que nous conserverons jusqu'en 1958. Et enfin, la Révolution nous lègue, ce qui n'est pas rien à l'arrivée, comme capitale, en 1792, chute de la royauté le 10 août, septembre 1792, avènement du suffrage universel masculin, elle nous livre la démocratie. Souveraineté nationale, droits de l'homme, séparation républicaine des pouvoirs, démocratie, voilà le capital révolutionnaire. Alors, cela étant, ces traditions, rapidement, avant même qu'il y ait eu un impact vertical, c'est-à-dire une volonté politique de l'Union européenne, elles ont produit une sorte de patrimoine commun, à tel point que la Cour de justice des communautés européennes en 1970 et à sa suite l'article 6, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne parle de tradition constitutionnelle commune aux États membres. Alors, tradition, vous noterez bien que c'est plus large que constitution. On ne le définit pas. Il y a certes les libertés, mais il y a également les institutions. La vraie question qui se pose, c'est à partir de quand une tradition constitutionnelle devient-elle commune ? Combien d'États membres doivent-ils y participer ? Le problème se pose-t-il de manière quantitative, vous voyez ? S'il y a des traditions communes, cela suppose aussi qu'il y a des divergences. Alors, cela nous amène, si vous voulez, dans un univers qui est un univers d'influence. Je voudrais très simplement, pour conduire, je pourrais en parler très longtemps, mais je ferai un papier là-dessus. Mais il y a, dès le 19e siècle, dès le 18e, 19e siècle, des influences croisées importantes. Je vous prends deux exemples, d'accord ? Premier exemple, l'influence française. Influence française, écoutez, alors là, un projet, on en pense ce qu'on voudra politiquement, mais ça relève un peu d'un quasi-impérialisme. Ce sont les républiques sœurs. Les républiques sœurs sont des républiques qui ont été fondées par la Révolution française pour être exportées à ce que l'on appelait alors la grande nation, c'est-à-dire l'Europe. Et la première république sœur fut la République batave, Pays-Bas, en 1795, puis la République helvétique et nombre de républiques italiennes, républiques liguriennes, cisalpines, lombardes, transpadanes, cispadanes, romaines, bolognaises, parthénopéennes, c'est Naples, et j'en passe. Vous voyez, mais vous avez là des copier-coller de la Constitution de l'an 3. C'est quand même très intéressant. Des copier-coller. Deuxième exemple français, Napoléon. L'impérialisme napoléonien. Prenez un exemple, la Constitution de Bayonne, imposée à l'Espagne sans réunion des Cortes en 1808. L'Espagne finit par s'insurger. Elle adopte un nouveau texte constitutionnel en 1812, Constitution de Cadix. Prenez ce texte, nombre de dispositions de ce texte renvoient à la Constitution de 1791, française. Prenez le cas, je quitte la France, on pourrait poursuivre, de l'Angleterre.
au XIXe siècle, le modèle britannique irrite l'Europe. Constitution belge de 1831, charte de 1830, statut albertain de 1848, etc. C'est-à-dire que concrètement, ce qu'il est important de dire, et je conclurai par là, c'est que nous partageons aujourd'hui non seulement des difficultés, des problèmes, nous nous trouvons parfois devant des impasses, mais nous sommes les produits d'une histoire commune. Nous sommes les résultats d'une histoire que nous n'avons pas nécessairement choisie, mais qui s'impose à nous et dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui, pour conclure, que quand vous prenez par exemple les problèmes auxquels on se retrouve aujourd'hui confrontés, quand vous prenez ces problèmes, si j'arrive à retrouver mon papier, mais ça devrait arriver à se faire, quand vous prenez les défis actuels aujourd'hui, quels sont-ils? Mais ces défis, ils ne sont pas le cas de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, ils sont communs à tous. Crise de confiance envers la représentation, enfin, on connaît à peu près tous le problème en l'état actuel. Crise envers la démocratie, on a peur du référendum. Vous voyez, on est tous des démocrates, mais donner la parole au peuple, c'est toujours un souci. Vous voyez, ce rapport, cette relation entre l'État et le peuple pose un problème. Les droits sociaux sont parfois menacés. Et partout, partout, on observe un renforcement du pouvoir exécutif. Partout. À tel point que j'ai lancé avec quelques collègues, ce sera ma conclusion définitive, un projet sur la responsabilité du pouvoir exécutif en Europe. L'ILF est embarqué dans le projet et j'en suis absolument ravi. Enfin, l'UMR10, de manière plus générale, est embarqué. Nous avons, si vous voulez, l'Institut Maurice Horiou de Toulouse, l'Institut Louis Favoreux d'Aix-en-Provence, Sciences Po. Et ce projet, donc, il va donner lieu, je le pilote avec un collègue de l'école de droit de Paris, de Sciences Po Paris, qui s'appelle Guillaume Tussaud. Il va donner lieu à 2 bouquins qui seront publiés en 2023 sur la responsabilité du pouvoir exécutif en Europe. Et il y aura 3 colloques cette année. J'espère que les conditions sanitaires nous permettront de voir quelques gens en vrai, si vous voulez. Ce serait sympathique. Mais toujours est-il que nous aurons un colloque à Toulouse le 21 janvier, à Paris le 20 mai. Le colloque de Toulouse va porter sur les relations entre pouvoirs locaux et Europe sur le thème de la responsabilité. Le colloque de Paris va porter, alors ce sera plus sur une approche un peu historico-politique, un peu sur ma manière d'aborder les choses, sur le lien entre tradition nationale et droit européen. Et le 3e aura lieu à Aix-en-Provence le 7 octobre. Il portera sur les différentes approches disciplinaires de la responsabilité juridique, politique, philosophique, historique, etc. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Je vous remercie infiniment de votre patience. Je n'ai qu'un regret, c'est le fait de ne pas pouvoir partager ce moment directement avec vous. Mais en tout cas, mille merci de votre attention et j'attends le feu de vos questions désormais.